Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Le lac sur la propriété de mon frère n'a pas de fond. Mon frère et moi vivons sur 10 hectares, en plein milieu de nulle part. Il en a hérité à la mort de notre père. Notre mère et notre beau-père étaient déjà morts quelques années auparavant. Donc il ne reste plus que nous deux. Quand je dis en plein milieu de nulle part, je veux vraiment dire en plein milieu de nulle part. 50 kilomètres pour rejoindre l'épicerie la plus proche, 70 pour la ville la plus proche. Mais on aime ça. C'est calme et tranquille. Mon frère Karl est artiste. Pas un artiste. Il fait du design pour de grosses boîtes basées à l'étranger. Il fait tout son travail sur ordinateur. Il peut bosser à peu près n'importe où du moment qu'il y a Internet. Bon, ça coûte un bras d'avoir Internet en pleine cambrousse, mais c'est possible, et il en a largement les moyens. Moi, je m'appelle Jake. Je suis un bon à rien. Un fainéant paresseux, si vous m'excusez le pléonasme. Enfin, c'est ce que mon beau-père disait toujours, surtout. Mon père biologique, quand il n'était pas occupé à être un ivrogne violent, disait à peu près la même chose. Mais c'est pas grave, j'ai fait la paix avec ça. Je m'occupe en entretenant la propriété. La tonte, l'entretien, la peinture, etc. Tout le sale boulot qu'il faut bien que quelqu'un fasse. Et on ne peut pas faire venir quelqu'un. On a une vie assez simple. Le truc le plus étrange par ici, c'est le lac. Enfin, c'est plutôt un étang qui se donne des airs. Environ 25 mètres de diamètre, presque un cercle parfait. Un gouffre, j'imagine. Il est tout au fond de la propriété, après le gazebo. Officiellement, sur les cartes, il s'appelle le lac 224. Mais tout le monde l'appelle le lac de Gaspard, du nom d'un type qui vivait ici il y a genre 100 ans. L'eau est incroyablement claire, bien plus claire que ce à quoi je m'attendais. Et profonde. Le truc, c'est que je n'ai aucune idée de sa profondeur. J'avais entendu des rumeurs au village, comme quoi il serait sans fond quand on a emménagé. Je n'y avais pas prêté attention, mais on ne voit pas le fond du tout, pour être franc. Un été, j'ai fait venir un type du service de la faune et de la pêche pour empoissonner le lac. Je comptais faire un peu de pêche à l'automne, mais ça n'a jamais pris. Je ne sais pas comment ni pourquoi, mais à l'automne, il n'y avait plus un seul poisson. Ça n'avait aucun sens. S'ils étaient morts, je les aurais vus flotter, non ? Autre chose, la lumière. Parfois, la nuit, je jurerais voir une lueur monter de l'eau. J'ai un petit coin sympa. Je m'assois au gazebo jusque tard le soir à griller des saucisses et boire de la bière fraîche depuis la glacière. Mais sur le chemin du retour, cette satanée lueur. Une couleur qui n'est pas normale, vous voyez. Pas vive ou quoi, on la remarque à peine. Mais elle est là. Et mon frère, lui, il se fiche complètement de tout ça. Aucun sens de l'aventure, aucune curiosité. Que des délais, des réunions, des produits. Des fois, il prend l'avion depuis le petit aéroport local, un coucou monomoteur, pour aller voir le client. Et il me laisse ici une semaine ou deux. Jamais vous ne me feriez monter dans un de ces petits avions monomoteurs. J'ai un peu l'impression qu'il a honte de moi, mon frère, mais bon. Il est parti pour une semaine en Caroline du Nord, ou peut-être en Virginie. Et j'avais la maison pour moi tout seul. Alors, j'ai appelé Earl. C'est mon compagnon de beuverie. Je l'ai appelé donc, et je lui ai dit qu'on allait découvrir à quel point le lac de Gaspard était vraiment profond. Il a amené sa barque à fond plat et à peu près 100 mètres de corde en nylon de 12 mm. On allait être vachement méthodique. J'ai attaché un parpaing à un bout et on a marqué la corde tous les 3 mètres. Il a reculé son pick-up jusqu'à l'eau, on a mis la barque à l'eau, on a ramé jusqu'au centre du lac
et on a balancé le parpaing par-dessus bord. Je pensais que ça toucherait le fond à environ 15 mètres. Mais que dalle, la corde continuait de filer. 15 mètres, 30, 45, ça n'arrêtait pas. On devrait peut-être attacher la corde, non ? J'ai demandé. Ouais, ça c'est sans doute une bonne idée. Earl a répondu. On a attaché le bout libre de la corde autour d'un taquet et on a regardé la corde continuer de se dévider. Toute la corde s'est déroulée et la barque a résonné d'un grand boom. J'ai tiré un peu la corde hors de l'eau et j'ai senti le poids du parpaing au bout. Earl. J'ai marqué une pause. Earl, y a pas moyen que ce putain de lac fasse 100 mètres de profondeur. Et je dis. Non, y a pas moyen. Il a hoché la tête. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? A-t-il répondu. Faut qu'on trouve plus de cordes, j'ai proposé. Mon oncle a une bobine industrielle complète de cordes nylon 12 mm, 300 mètres. Y a pas un lac dans le coin qui fait 300 mètres de profondeur, hein ? Earl a répondu. Après ça, j'ai attrapé la corde et commencé à la remonter. Ça allait prendre 1 minute ou 2 pour tout ramener dans la barque. Earl a commencé à l'enrouler au fur et à mesure. J'en avais remonté 15 mètres à peu près, quand ça s'est arrêté net, comme un arrêt brutal. Je me suis penché en arrière et j'ai tiré plus fort. Rien. On aurait dit que le parpaing s'était coincé sous une corniche. J'ai enroulé la corde autour de mon avant-bras et j'ai donné un bon coup sec. « C'est coincé sur quelque chose ?» Earl a demandé. « J'imagine que oui. » J'ai commencé à dire quand la corde a tiré en retour. Fort. Ça nous a déséquilibrés tous les deux au point de faire chavirer la barque. L'eau m'est passée par-dessus la tête et j'ai craché. Je me suis redressé et j'ai fait surface. Earl a émergé juste à côté de moi et a lâché un grand « bon Dieu de merde ». On s'est débattu pour remettre la barque à l'endroit, mais on y est arrivé. C'est là que j'ai remarqué que le taquet avait carrément cassé. La corde, avec tout le reste, avait coulé au fond du lac. S'il y en avait un. Donc, 3 jours plus tard, Earl et moi, on était de retour. On avait passé l'après-midi à tout installer. On a récupéré un moteur électrique pour remonter la corde et un système de poulies au bout du treuil de grue. Ça avait presque l'air professionnel, boulonné à l'arrière de son pick-up. Presque. Earl a souri et a tapé sur notre installation bricolée. J'ai toujours su que ces cours d'atelier me serviraient un jour, a-t-il dit. Il a reculé le pick-up et fait pivoter le treuil juste au-dessus de l'eau. Il s'étendait à environ 3 mètres. J'ai attaché un autre parpaing, on n'en manquait pas par ici, et je l'ai balancé dedans. On a regardé la corde filer et filer, la bobine tournant librement. On l'avait montée pour qu'elle tourne dans un sens, mais pas dans l'autre. Comme ça, on pouvait tout remonter au treuil. La corde se dévidait de plus en plus vite. 60 mètres, 90. Ça continue, Earl l'a dit, avec de l'incrédulité dans sa voix. 120 mètres. Non mais putain de merde! Earl a arrêté de sourire vers 180 mètres. À 240 mètres, aucun de nous deux ne parlait plus. La bobine a tourné jusqu'au bout. 4 minutes après avoir jeté le parpaing, la corde s'est terminée dans un autre grand boom, assez fort pour faire reculer le pick-up d'un cran. Bon Dieu, Jake, mais qu'est-ce qui se passe ici? Ça fait 300 mètres de corde. Earl, mec, j'en ai aucune putain d'idée. Y a pas moyen que ça fasse 300 mètres de profondeur. J'ai plus de corde. Enfin, j'imagine que je pourrais en commander. Earl l'a dit, mais il a été interrompu par un grand grincement venant du treuil. Quelque chose tirait sur la corde. J'entendais la tension dans les fibres. Le pick-up vibrait pratiquement. Puis l'avant du pick-up a commencé à se soulever légèrement.
Oh merde, Jake! Ça va m'embarquer le pick-up! Earl a hurlé en courant se jeter dedans. Il a démarré le moteur et a commencé à reculer quand soudain toute la tension a lâché sur la ligne. Je suis allé au treuil, je l'ai allumé et la corde a commencé à s'enrouler sur la bobine. Ça a pris bien plus longtemps que prévu pour tout remonter, mais alors j'ai vu et senti le parpaing. Il était couvert d'une substance visqueuse et sombre, luisante. Quelque chose de la couleur des feuilles pourries, mélangé à de l'huile, et ça puait. Mon Dieu que ça puait. Pas comme un insecte, mais plutôt comme un insecte écrasé, mélangé à du kérosène. J'ai coupé la ligne et laissé le parpaing retomber dans l'eau. Pas question que je touche à ce truc, quel qu'il soit. Earl a reculé son pick-up loin du bord. Il est descendu et il est venu près de moi pendant que je fixais l'eau. « Une caméra !» a-t-il dit. « Quoi ? Genre une caméra sous-marine ?» j'ai demandé. « Ouais, je connais un gars. Il a un engin sous-marin, un petit robot submersible. Il s'en sert pour inspecter les piles de ponts, les barrages ou les canalisations pour l'État, ce genre de truc. Il est homologué jusqu'à 425 mètres. Mais en général, il descend pas si profond. Il a des lumières et une caméra. On peut le télécommander d'ailleurs. Ça me paraît un bon plan, j'ai dit. Mais Earl, ce n'est pas un peu bizarre tout ça? Même pour ici. On devrait peut-être appeler quelqu'un, je sais pas, un officiel. Jake, c'est le truc le plus intéressant dans lequel j'ai été mêlé depuis que la chèvre à 2 têtes du fermier Brindle s'est échappée dans le magasin. Regarde autour de toi, mec. Il se passe jamais rien ici. J'ai hoché la tête. Comme Earl l'a dit, cet endroit n'était pas réputé pour son animation. Je vais l'appeler, le faire venir, a-t-il dit. J'ai un vieux magnéto. On peut le brancher dessus et enregistrer ce qu'on trouve. J'ai répondu. Earl a hoché la tête en disant bonne idée. Les jours suivants se sont passés sans incident. J'ai occupé mon temps à nettoyer le garage au Karcher. Je sais, c'est palpitant, mais fallait bien le faire. Earl s'est pointé avec son pick-up l'après-midi suivant. C'était vraiment un chouette engin. Le sous-marin faisait environ 1 mètre de long, avec des lumières et une caméra à l'avant qu'on pouvait faire pivoter à distance. On l'a attaché au treuil avec de la corde en nylon. D'ailleurs, il avait sa propre bobine de câble pour la caméra qu'on a posée sur le haillon. Je me suis assuré qu'il soit chargé à fond. Earl l'a dit en le manipulant hors du pick-up. Ça devrait nous donner au moins 2 heures. Le mettre à l'eau a pris plus de temps que prévu. Le truc était plus lourd qu'il en avait l'air, et on n'arrêtait pas de se tromper sur quel bout devait aller en premier. Je crois que le bout caméra doit aller en premier, ai-je dit. Ça n'a aucun sens. Comment il va voir quoi que ce soit s'il regarde vers la vase? J'ai pas dit tourner vers la vase, j'ai dit en dernier. Genre, on le descend par l'arrière d'abord. Earl m'a regardé. C'est la même chose. On a tourné autour du sujet un moment, avant de réaliser que ça n'avait aucune importance. Le truc se remettait droit tout seul une fois dans l'eau. On s'est senti un peu bête après ça. Bon, tout doux, Earl a dit, pendant qu'on le portait jusqu'au bord. C'était pas pratique, il n'y avait aucune bonne prise. Pour l'amour de Dieu, Jake, fais pas tomber ça. Ce truc a probablement coûté plus cher que mon pick-up. On l'a mis à l'eau sans le faire tomber de justesse. Earl a pris la télécommande et on l'a regardé flotter un instant, penchant d'un côté, puis il s'est redressé et est resté là à ronronner doucement. Bon, on le descend, Earl a dit. À 90 mètres, il faisait assez sombre pour qu'on allume les lumières à fond. Elle ne montrait que la roche brute sur le flanc du gouffre. L'eau était toujours limpide. Vers 120 mètres, les parois ont changé et j'ai failli louper ça. Earl, attends, tu peux reculer un peu? Il a fait reculer le sous-marin et on s'est tous les deux penchés vers l'écran.
Le calcaire rugueux et piqué qu'on regardait depuis 10 minutes s'était arrêté. Ce qu'il avait remplacé était sombre et lisse, presque vitreux. J'ai regardé Earl et il m'a regardé. Et on a tous les deux regardé l'écran. « C'est pas naturel, ça !»« Non, » il a répondu. On est resté là 1 minute, tous les deux fixant l'écran. Les lumières du sous-marin accrochaient la surface sombre et renvoyaient un reflet terne. Quoi que ce soit, ça descendait aussi loin qu'on pouvait voir. La main d'Earl était toujours sur la télécommande. « Tu veux que je continue ?» il a demandé. J'aurais dû dire non, mais j'ai dit ouais. À 240 mètres, les parois ont simplement disparu. Le sous-marin a dérivé en eau libre et je me suis rendu compte que je retenais mon souffle. Le gouffre alimentait quelque chose d'autre depuis le début. Une caverne. Les lumières du sous-marin n'atteignaient pas les parois lointaines. Elles n'atteignaient pas le fond. Juste de l'eau noire et ouverte dans toutes les directions. Et le trou par lequel on était passé, perché au plafond comme une bonde inversée. « Earl !» j'ai dit. « Ouais !» il a dit. Aucun de nous deux n'a rien dit pendant 1 minute. Le sous-marin restait suspendu là dans le noir, les lumières découpant peut-être 9 mètres dans chaque direction, et ensuite plus rien. « Bon Dieu !» Earl a dit doucement. « J'aurais bien aimé apporter de la bière. » J'ai ri, je n'ai pas pu m'en empêcher. Puis je me suis arrêté. « On continue à descendre ?» j'ai demandé. Il le faisait déjà. J'ai demandé à Earl de pointer les lumières vers le bas. Earl a ajusté la télécommande et le sous-marin a piqué doucement du nez. Les lumières ont balayé ce que je pensais être le fond de la caverne et j'ai plissé les yeux devant l'écran. Il y avait quelque chose là-dessous. Un enchevêtrement de formes, épaisses et sombres, empilées les unes sur les autres, comme du câble laissé en tas. Mais qu'est-ce qu'on regarde là ? Earl a dit, plutôt pour lui-même. Le sous-marin a continué à descendre. Les formes se sont un peu précisées. Épaisses comme des troncs d'arbres. Certaines. Plus épaisses encore, enroulées lâchement les unes sur les autres, et autour, s'effilant aux extrémités, s'élargissant au milieu. Certaines bougeaient, certaines dérivaient un peu comme des algues. Earl. Ouais, je vois. Une des grosses formes a commencé à se dérouler. Elle s'est détachée de la masse et en bougeant a révélé une surface en dessous, sombre, arrondie, couverte d'une texture que je n'arrivais pas à comprendre au premier abord. C'était sombre et bosselé comme un vieil avocat. J'étais encore en train d'essayer de comprendre ce que je regardais quand ça s'est fendu en deux au milieu. C'était un œil. Il devait faire 6 mètres de large. L'iris avait la couleur du bronze vieilli, la pupille était en forme de triangle, et l'œil regardait vers le sous-marin. Mon estomac s'est retourné d'un coup. Puis toutes les autres choses ont commencé à bouger. Toute la masse se décomposant en forme individuelle. Des yeux sur chaque surface, s'ouvrant. Des bouches aussi, des rangées de dents accrochant la lumière, s'ouvrant et se fermant sur rien. Les câbles, les bras, quoi que ce soit, remplissaient la caverne en dessous de nous. Ensuite, l'écran est devenu noir. « Merde, Earl, faut qu'on se casse d'ici tout de suite !» j'ai crié. Mais Earl semblait figé. J'ai attrapé son bras et il fixait toujours l'écran. « Earl, faut qu'on parte maintenant !» La surface de l'étang a commencé à gonfler et bouillonner. Des tourbillons et des vagues qui s'agitaient tout autour. Earl a cligné des yeux et il est revenu à lui. On a couru vers le pick-up. On s'est jeté dedans et Earl a démarré. Mais on n'avait pas fait 6 mètres que l'arrière s'est soulevé. Ça avait surgi vite. Rien d'aussi gros n'aurait dû aller aussi vite. Les roues ont quitté le sol
et Earl a hurlé quelque chose que je n'ai pas compris par-dessus le bruit du châssis qui commençait à céder. J'avais ouvert la portière et sauté dehors sans même y réfléchir. Le sol est arrivé vite et j'ai atterri avec un craquement humide. Ma cheville s'est brisée. Depuis le sol, je voyais le pick-up à environ 9 mètres de haut, enroulé dans quelque chose qui ressemblait à un immense ver noir et luisant, en train d'être tiré vers l'eau. Earl était encore dedans. Je le sais parce que je l'entendais crier. Puis le toit s'est effondré dans un bruit de verre brisé et de métal forcé au-delà de ses limites. Et ensuite je ne l'ai plus entendu, tandis que le pick-up sombrait sous l'eau. Le magnétoscope avait atterri à quelques mètres de là. Je ne me souviens même pas qu'Earl l'ait jeté. J'ai dit au secours que j'étais tombé d'une échelle. Bref, maintenant, je ne sais pas quoi faire. Mon frère revient dans 2 jours, et le shérif n'arrête pas de passer poser des questions sur Earl. Le type de l'inspection d'État veut récupérer son sous-marin, et je ne sais pas quoi dire. J'ai juste cette cheville cassée et la vidéo qu'on a prise, et je ne sais pas trop à qui je devrais la montrer. Je pense que je devrais appeler quelqu'un du gouvernement, ou la presse peut-être. Je devrais appeler le FBI. Qu'est-ce que je devrais faire ?